Bonjour tout le monde, merci de m'introduire, Marie-Josée. Justement, je m'appelle Pradaye Mga, je suis avocate à mon propre compte. Je suis fondatrice de PRDL Avocat, un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, précisément les franchises et également litiges civils et commercial. Euh, quand j'ai été abordée par José Marie-France pour présenter un sujet intéressant à tout ce beau monde, ces entrepreneurs, je me suis dit, waouh, quel gros challenge de demander à une avocate de préparer une présentation de 20 à 30 minutes, questions incluses. Alors, j'ai réfléchi énormément, puis je me dis comment je vais réussir à condenser un si beau sujet intéressant pour entrer dans le temps. Et là, je me suis dit, alors, c'est sûr que vous entendez toujours parler de la loi, des infractions à certains articles de loi que vous ignorez peut-être, des fois que vous connaissez, mais que vous n'avez pas su comment l'appliquer au sein de votre entreprise de telle façon, de telle sorte à réduire les dépenses et accroître justement vos revenus. Je me suis dit, ben, écoute, c'est sûr que je vais m'entretenir avec des entrepreneurs. Ils savent qu'il y a des bases à respecter justement du démarrage de l'entreprise à la liquidation ou à la clôture d'une entreprise. Vous êtes encadré par diverses lois. Il y a une pléthore de règlements et de lois qui encadrent justement la vie de votre entreprise. Alors là, je me dis, bon, c'est sûr qu'on va parler, c'est sûr que vous êtes déjà au courant de la protection légale quant au démarrage. On va peut-être parler de la loi sur les sociétés par action, tant fédérale que provinciale. Vous êtes sûrement au courant de la protection de la loi sur la publicité légale ou même des autres lois en propriété intellectuelle. Alors, je me suis dit, je vais mettre l'accent sur un principe législatif qui est très important pour chaque entrepreneur ou pour chaque employeur dans le cours de l'exploitation de son entreprise. Je fais une petite mise en situation. Belle entreprise prospère, beau chiffre d'affaires, les activités vont très bien et puis là, vous décidez, bon, OK, je veux m'agrandir, je vais embaucher des employés. Vous rencontrez un très beau profil, un bon employé qui est très vigoureux, enthousiaste, qui veut travailler dans votre entreprise, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Cependant, vous dites, bon, c'est pas grave, on va arranger ça. Vous lui montrez vos secrets commerciaux, la liste de vos fournisseurs, la liste de vos clients. Vous lui donnez tout le processus, tant de fabrication, d'exploitation de logistique, de vos produits, vos services. Vous lui donnez tout le nécessaire parce que vous pensez que ça va être très utile pour lui de mener ses activités avec compétence, le tout bien sûr pour le bénéfice de l'entreprise. Super bon plan en tant qu'employeur. Du jour au lendemain, vous recevez un appel de l'un de vos plus gros clients qui vous dit écoute, j'ai reçu un appel, une proposition de ton employé qui me dit qu'il va faire la même chose que toi à un prix très abordable, avec une célérité très accrue. Il va travailler le week-end, les soirs. Écoute, son offre est très alléchante. Donc, au revoir, bye. Puis là, vous restez, je suis sûre que vous avez une sonnette dans la tête qui vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte que vous n'avez signé aucun contrat de travail et de ce fait, aucune clause de non-concurrence. Alors, vous êtes bien au fait que vous avez beaucoup de lois, plusieurs dispositions légales qui vous protègent contre vos partenaires en affaires ou même contre vos clients. Mais avez-vous pensé à vous protéger contre vos propres employés? C'est donc aujourd'hui qu'on parlera de la clause de non-concurrence. C'est quoi la clause de non-concurrence? On entend parler de cette clause-là. Et ce n'est pas vrai que c'est dans tous les contrats de travail qu'il y a une clause de non-concurrence. Mais si vous êtes employeur et que vous ne l'avez pas prévue, alors je vous encourage fortement à la prévoir dans vos prochains contrats de travail à signer avec vos futurs employés. La clause de non-concurrence, c'est quoi en bref? C'est cet engagement-là qui est pris par le futur employé à l'effet que durant la durée de son contrat de travail et même après la fin de son emploi, qu'il s'engagera à ne pas
faire ou commettre d'actes de concurrence déloyale envers son ex-employeur, et ce, pendant une durée et sur un territoire bien délimité. Le Code civil, là, à son article 2089, ça vient justement concrétiser cette protection qui est en faveur de l'employeur contre un employé malveillant ou un employé déloyal, de telle sorte que l'employeur aura le bénéfice justement de protéger les intérêts légitimes de son entreprise. Parce que voyez-vous, un employé, par concurrence déloyale, a la capacité ou le pouvoir de détruire toute une entreprise, de faire chuter le chiffre d'affaires de façon drastique et justement d'amener une entreprise à la faillite. C'est un aspect très important à prendre soin en tant qu'employeur, entrepreneur, employeur. Okay? Du coup, cette clause de non-concurrence, bien vrai qu'elle est importante, mais il faut vous rassurer de bien la rédiger. Parce que pour pouvoir bénéficier de sa protection et peut-être gagner lors d'un recours devant les tribunaux, il faut prouver que la clause de non-concurrence, elle est valide. Comment est-ce qu'elle est donc valide, cette clause-là? C'est en respectant justement les principes bien stipulés dans le Code civil. Elle doit être limitée quant au temps, quant au lieu et quant au type d'emploi. OK? Donc, si vous rédigez une clause de non-concurrence qui est beaucoup trop large ou qui a une portée très imprécise, il y a de fortes chances qu'elle soit déclarée invalide lors d'un procès et le tribunal de ce fait ne pourra pas justement condamner ou constater la déloyauté de votre employé. On va voir cette fois-ci les critères justement à respecter, les critères à respecter pour que votre clause de non-concurrence soit valide et du coup pour faciliter votre fardeau de preuve lors d'un procès devant un juge. Premièrement, votre clause de non-concurrence doit être écrite. Vous allez me dire, c'est évident. Je vois Marie-France, oui, c'est évident. Mais non, pas toujours. Parce que, voyez-vous, un contrat verbal est un contrat très valide selon la loi. OK? Ça se peut que, par excès de confiance, un employeur qui est très séduit par le CV de son employé, qui est très enthousiaste de travailler avec un employé, dit, ben, tu sais quoi? Écoute, oui, on va travailler ensemble, mais il ne faut pas que tu me fasses concurrence pendant peut-être 2 ans de temps sur tout le territoire de Montréal. Tu pourrais aller travailler ailleurs, mais peut-être à Gatineau, mais pas à Montréal. Puis l'employé qui est en quête d'un poste, qui est acheté par l'image de marque de votre entreprise, va dire, ben, je suis d'accord, poignée de main, on se serre la main, let's go. Mais non. Votre clause conclue verbalement n'est pas valable parce que la loi prévoit qu'elle doit être écrite, non seulement écrite, mais elle doit être à l'intérieur de votre contrat de travail. Parce que n'oubliez pas, au Québec, du fait que nous soyons déjà protégés de façon implicite par les lois sur les normes du travail ou les dispositions prévues par la loi sur les normes du travail, ce n'est pas une obligation pour un employeur de signer un contrat de travail avec un employé. C'est courant. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous arrivez, il n'y a pas de contrat signé avec les employés. Il n'y a pas de contrat de travail écrit. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que les lois sur les normes de travail s'appliquent de façon déjà implicite ou obligatoire. Donc, si vous prévoyez, si vous estimez que les conséquences d'une concurrence déloyale peuvent affecter votre entreprise et faire chuter son chiffre d'affaires, prévoyez de rédiger un contrat de travail avec chaque employé et en deuxième lieu, de prévoir de façon expresse une clause de non-concurrence. Elle doit être écrite en termes express, c'est une obligation. Donc, dans votre contrat, on doit retrouver par exemple clause numéro 10, clause de non-concurrence. OK? Donc, la deuxième condition de validité de votre clause, c'est qu'elle doit être limitée quant à la durée.
Une clause qui limite la liberté d'un employé de façon excessive sera déraisonnable. Parce que n'oubliez pas que tant vous avez l'obligation, vous avez le privilège, vous en tant qu'employeur, de protéger votre entreprise, il ne faut pas que votre protection ou la protection légitime de vos intérêts puisse empiéter sur la liberté de votre employé de gagner sa vie ou de travailler dans une entreprise qu'il estime vitale pour sa survie. Okay? Donc, il y a ici deux droits qui rentrent en conflit. Mais cependant, c'est bien balisé, ces droits-là sont bien balisés par justement les dispositions légales. Donc, dans votre clause de non-concurrence, rassurez-vous que la limitation dans le temps n'est pas excessive. Généralement, les tribunaux, et ici à l'occurrence la Cour supérieure, a jugé qu'une interdiction supérieure à 2 ans est excessive. Et du coup, ça rend la clause de non-concurrence invalide. Donc, si vous décidez, par exemple, de limiter la liberté de votre employé ou futur ex-employé de travailler pour votre concurrent peut-être dans l'espace de 6 mois après la fin d'emploi, 1 an après la fin d'emploi, 1 an et demi, généralement, c'est correct. C'est jugé raisonnable, en fait. Donc, aller au-delà de 2 ans, il faut vous attendre à une ferme et vigoureuse contestation devant les tribunaux. Également, votre clause va être limitée dans le territoire. Et c'est très important à ce niveau-ci de comprendre que le territoire, la notion de territoire est des fois abstraite. Pour une personne, limiter sur tout le territoire de Montréal, c'est correct. Pour une autre personne, non, c'est peut-être excessif. Mais la loi prévoit en fait surtout plus les critères jurisprudentiels que un territoire doit être très précis. Et dans le terme, dans l'expression précis, il faut le nommer concrètement et bien le délimiter. Si dans votre contrat de travail, dans votre clause de non-concurrence, vous dites limiter dans toute la région métropolitaine de Montréal, ça va être considéré excessif parce que la région métropolitaine de Montréal n'est pas précise. Si vous dites dans Saint-Léonard, dans la municipalité de Saint-Léonard, dans tout le territoire de Rosemont, c'est bien plus précis que la région métropolitaine de Montréal. Et on a des jurisprudences qui ont justement considéré cette expression très excessive et très large, de telle sorte que ça restreint de façon illégale la liberté de l'employé d'exercer son emploi. Si vous utilisez par exemple l'expression Montréal et ses environs, ça aussi, ça sera traité, ça sera déclaré invalide. Les environs de Montréal, c'est très large. Et on ne peut pas, normalement ou légalement, empêcher une personne de jouir des gains qu'il peut acquérir de son talent ou de l'exploitation, de son talent ou de son emploi, de restreindre cette liberté-là sur un territoire tellement large, en fait. Donc, rassurez-vous que votre clause de non-concurrence prévoit de façon précise la délimitation territoriale et aussi de façon raisonnable. Un territoire très large va justement vous coûter très cher si vous décidez de mener votre litige devant les tribunaux. Également, votre clause de non-concurrence doit être limitée quant à la spécificité du poste. C'est aussi très important parce que souvent, je rencontre des employeurs qui me disent « Ben non, mon employé, c'était mon bras droit dans l'entreprise. Il avait connaissance de beaucoup de secrets commerciaux qui, je ne veux pas qu'il aille travailler ailleurs. » Je comprends, mais la spécificité de l'emploi qu'il exerce au sein de ton entreprise est une condition très essentielle pour rendre valide la clause de non-concurrence. Est-ce que ton employé était ce qu'on appelle, selon la loi, un cadre intermédiaire ou un cadre supérieur? Il y a une différence entre interdire un cadre supérieur d'aller travailler pour la concurrence que d'interdire un employé de soutien d'aller travailler pour la concurrence.
Vous ne pouvez pas interdire votre administratif ou votre adjointe administrative d'aller travailler dans une autre grosse boîte de la place. Ben, c'est déraisonnable. Tandis que si votre employé est le vice-président de votre compagnie, une compagnie par exemple qui développe des avions par exemple ou qui ont une spécificité ou une spécialisation très précise dans le secteur industriel, il y a de fortes chances que oui, votre interdiction puisse être valide parce qu'il va partir avec des secrets commerciaux qui pourront non seulement bénéficier à la concurrence, mais faire chuter votre chiffre d'affaires. Donc, dans votre clause de non-concurrence, analysez bien la spécificité du poste de l'employé. Vous ne pouvez pas ériger une interdiction, une même interdiction, tant pour un employé de soutien que pour un cadre supérieur. Votre secrétaire en avant, aussi compétente qu'elle puisse être, ne peut pas subir les mêmes interdictions que votre vice-président. C'est impossible, selon la loi. Donc, ce sont des critères que vous devez faire très attention lorsque vous décidez de rédiger votre clause de non-concurrence. Alors, lorsque vous décidez de procéder par voie des tribunaux, vous allez souvent me dire, ben, Pradel, oui, il y a eu une clause de non-concurrence qui a été rédigée en bonne et due forme parce qu'en tant qu'employeur prudent et diligent, vous avez pris le soin de déléguer cette responsabilité à des avocats compétents pour justement éviter des illégalités. Votre clause là, rendue là, elle est très bien rédigée, elle est valide. Mais il y a eu obstruction par votre employé. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les recours? Très bonne question, parce que justement, si vous voulez obtenir réparation, il faut que vous sachiez c'est quoi le recours à introduire devant un tribunal. Alors, vous avez deux recours. Vous avez l'injonction, premièrement. L'injonction, c'est le recours le plus utilisé, c'est le plus connu. Okay? C'est le plus rapide également, parce qu'il y a un critère d'urgence qui va comme amener un juge justement à rendre rapidement jugement. Donc, c'est quoi l'injonction en tant que telle? C'est une ordonnance de tribunal, une ordonnance enjoignant à une personne de faire ou de ne pas faire, ou encore de cesser de faire ou de poser une action préjudiciable à un tiers. Donc, pour pouvoir réussir ce recours d'injonction, il y a quand même 3 critères à respecter. Il faut déjà qu'il y ait une apparence de droit. Et ici, dans le cas de la clause de non-concurrence, l'apparence de droit ici se situe au fait de la légalité de cette clause-là. Donc, vous devez venir avec votre clause, votre contrat. Monsieur le juge, voici ma clause de non-concurrence. Elle respecte tous les critères érigés par la loi. Donc, à ce moment, le juge va voir, bon, il y a une apparence de droit. Vous avez le droit de réclamer justement réparation. Deuxième critère pour pouvoir introduire un recours en injonction, c'est la balance des inconvénients. Ici, le juge va analyser les avantages et les inconvénients au niveau de l'employeur et avantages et inconvénients au niveau de l'employé. Qui est le plus perdant? Si l'employeur vient avec l'allégation, monsieur le juge, écoutez, j'ai perdu comme 10 clients en 2 semaines, ça s'élève à peu près à 80 000 $. OK? Les inconvénients, la balance des inconvénients ici balance plus à ma faveur ou défaveur, dépendamment de comment on le prend. Puis, avec cette analyse, le juge cochera comme la deuxième case. Bon, OK, il a rempli le critère de la balance des inconvénients. Troisième critère, c'est la durée. Ici, le juge va analyser le temps que vous avez mis entre l'introduction de le temps que vous avez mis entre la fin de l'emploi de votre ex-employé et le début de votre recours. Parce que si ça fait 1 an que votre employé vous fait concurrence déloyale et qu'au lieu d'introduire tout de suite un recours en injonction, vous attendez de voir s'il y aura des dommages, le juge va rejeter votre demande en injonction parce que la durée
vous avez laissé écouler trop de temps. Un an, c'est beaucoup pour introduire un recours en injonction. Parce que n'oubliez pas que l'interdiction faite à votre employé ne peut pas excéder généralement 2 ans de temps. Donc, si ça fait 1 an qu'il vous fait une concurrence déloyale et que vous venez introduire un recours en injonction, le juge ne va pas prendre votre recours au sérieux. Okay? Donc, à l'instant où vous avez connaissance de la concurrence déloyale, introduisez tout de suite votre recours en injonction. Donc, le deuxième recours que vous avez, c'est les dommages et intérêts. C'est simple, c'est un recours très utilisé en droit civil. C'est un recours où vous avez aussi trois étapes. La première étape, c'est de prouver la faute. La deuxième étape, prouver le préjudice. Quel est le préjudice que vous subissez? Et la dernière étape, c'est le lien de causalité. Alors, si vous remplissez ces 3 critères de faute, préjudice et lien de causalité, il y aura de fortes chances que le juge puisse statuer en votre faveur et ainsi vous faire un gain de cause. Donc, c'est ici que se termine ma présentation. J'ai vraiment battu mon record de rentrer dans mon temps. Puis, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Oui, d'ailleurs, il y en a 2, ma chère. Il y avait par rapport à la boutique en ligne, avec ce que tu veux dire, vu qu'il n'y a pas de territoire, c'est virtuel, la boutique en ligne. Est-ce que c'est utile ou non? Est-ce que vous avez la même loi? C'est une excellente question. Je ne pourrais pas avoir la réponse directe parce qu'à date, je n'ai pas encore eu de jurisprudence qui a statué sur ce type de problématique. Cependant, on peut réfléchir par déduction, OK? Vous avez une boutique en ligne, avez-vous des employés? Parce que la clause de non-concurrence, elle s'applique à l'employé, en fait. Vous avez un employé que vous embauchez et qui a peut-être monté votre site Internet, qui fait vos ventes en ligne. Est-ce que, raisonnablement, vous pouvez faire appliquer cette clause de non-concurrence à votre employé? Réfléchissons. Il y a la loi, en fait, en matière de clause de non-concurrence, spécifie très bien que vous ne pouvez pas empêcher votre employé de jouir de son talent, de ses connaissances et de son apprentissage qu'il a eu auprès de vous. Donc, il va partir avec son apprentissage, ça lui appartient. Fait que si en allant, il crée la même boutique avec les mêmes produits, vu que c'est en ligne, parce que la question est si le territoire n'est pas délimité en ligne, il n'y aura pas de forte chance que votre clause soit valide. Non pas on ne va pas attaquer la légalité de la clause, mais on va attaquer sa raisonnabilité. Parce que avoir un commerce pignon sur rue dans un territoire physique délimité, c'est différent d'avoir un commerce en ligne où il n'y a pas réellement de délimitation. Parce que si vous venez me dire, oui, il a appris chez moi, puis il a créé son entreprise en ligne, c'est comme si vous appropriez l'aspect virtuel qui est international également pour votre propre bénéfice. Donc, malheureusement, à cette date, bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence qui ait statué dessus, moi, en tant que juriste, je n'aurais pas conseillé à mon client de lancer un recours sur une clause de non-concurrence sur un travail virtuel. Et tu vois, Chantal Coton veut savoir quoi inscrire comme lieu précis quand c'est une boutique en ligne. Je n'ai pas bien compris la question, excuse-moi. Quand on a une boutique en ligne, quand c'est virtuel, quel lieu est-ce qu'on inscrit sur les documents à ce moment-là? Votre boutique en ligne, là, elle livre où? Est-ce que c'est juste à Montréal, c'est juste dans le Canada, c'est juste à Gatineau ou c'est à l'international? Il va falloir spécifier jusqu'où s'étendent vos activités, même si c'est en ligne, parce qu'il y a des boutiques qui ne livrent qu'à Montréal, qui sont à Montréal, ils ne livrent nulle part dans les autres villes. Donc, vous allez préciser le territoire sur lequel s'étendent vos activités, même si c'est en ligne. Si c'est dans la province de Québec, ça va être dans toute la province de Québec.
Oui, c'est ça. Là, je comprends. Fait qu'on délimite comme ça, de cette façon-là. Il y avait Linda qui dit, est-ce qu'on peut restreindre plutôt en termes de clients de la base de données, et ce, peu importe le territoire. Est-ce qu'on peut restreindre les clients? En termes de clients de la base de données. Est-ce qu'on peut restreindre plutôt en termes? Linda, je ne suis pas certaine que je comprends bien ta question. Bonjour. En fait, la question, c'était les clients qui sont dans la base de données de l'entreprise. Oui. Est-ce que dans le contrat de travail, on peut justement restreindre? Tu n'as pas le droit d'utiliser, j'ai 6 000 clients dans ma base de données, tu n'as pas le droit de faire affaire avec ces 6 000 clients-là, puis ils sont dans n'importe quel territoire. Là. Oui, très, très bonne question. Ça ici, en fait, je pense que c'est une bonne question, Linda. Ça fait un parallèle avec la clause de non-sollicitation. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier, la clause de non-concurrence, non-sollicitation se ressemble beaucoup, mais il y a quelques petites différences. Ici, oui, vous pouvez interdire à votre employé de solliciter vos clients qui sont dans votre base de données. Mais n'oubliez pas que l'interdiction doit aussi faire un lien, doit aussi avoir une durée. Parce que malheureusement, tu ne peux pas interdire quelqu'un de solliciter tes clients à vie. Là. Ça doit être dans le délai de 2 ans. Si vous avez décidé d'utiliser ce 2 ans, au moins de 2 ans, selon ce qui vous chante. Vous comprenez? Donc oui, tu peux dire, mes clients qui sont dans ma base de données, tu ne peux pas les solliciter pendant 1 an ou pendant 6 mois. Ça, tu as le droit de le faire parce que c'est ta clientèle, c'est ton actif. Il ne faut pas l'oublier, c'est ton actif. Quoique même si les clients sont libres de faire affaire avec qui ils veulent, ici, tu t'adresses à ton employé parce qu'il a l'obligation de loyauté et de décence envers son employeur. Donc, oui, tu peux limiter la sollicitation de tes clients. Super. Écoute, un grand merci, Fradine. Ça me fait plaisir. Je vois les commentaires. Merci, c'est très précis. Je suis très contente d'avoir réussi à être aussi précise.